Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, l'émission qui décrypte également les enjeux, les tendances du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette émission, nous commencerons avec Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Pascal Paul, le PDG de Chronos 360, et on va parler montres. Quelle tendance au premier trimestre de 2024, Rolex, Patek Philippe ou encore Omega, mais quels sont les modèles en vogue en ce moment? Pascal Paul nous donnera les réponses dans quelques instants. Ensuite, dans Enjeu Patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Benjamin Chemla, président de Shares, et Bruno Lourenço, directeur commercial régional du groupe RS. Ensemble, nous allons faire un point sur la loi partage de la valeur qui entrera en vigueur en 2025. Les entreprises de 11 à 49 salariés devront mettre en place le partage du bénéfice si elles ont généré au moins 3 années de suite un bénéfice d'au moins 1% sous forme de participation, d'intéressement ou de prime de partage de la valeur. Alors, comment s'y préparer? Discussion à suivre avec nos invités dans Enjeu Patrimoine. Enfin, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur l'investissement en fonds non cotés avec Guillaume Berthieu, président de Sofidy Gestion Privée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et nous sommes ravis de recevoir Pascal Paul, le PDG de Chronos 360. Bonjour Pauline, merci Bonjour de me recevoir. Pascal. Donc aujourd'hui, on va parler montres. Exactement. On va pouvoir dresser ensemble un portrait des tendances qui se dégagent au premier trimestre 2024. Alors pour commencer, Pascal Paul, comment ça va sur le marché des montres? Écoutez, le marché des montres, pour ceux qui aiment bien ce produit, a subi pas mal d'évolutions les 2 dernières années, comme tous les actifs tangibles d'ailleurs. Mais là, on va dire, le creux de la vague est passé. D'accord. On est sur une tendance plutôt haussière depuis maintenant 2 mois. D'ailleurs, chez Chronos, on a créé un indice qui s'appelle Chronos Index. Oui, on va y revenir. Suit, l'évolution du marché. Et globalement, aujourd'hui, on est sur une tendance de plutôt plus 10% de croissance des prix sur le premier trimestre de l'année 2024. Avec évidemment, c'est assez disparate. Il y a des marques, les marques qui tirent le marché comme Rolex, Audemars Piguet ou Patek Philippe n'ont pas du tout la même tendance que Doma comme Cartier, Omega ou autres. Mais en tous les cas, on est sur une tendance plutôt positive. Et je dis toujours, pour ceux qui ont raté le train de la hausse des cryptos ou de la hausse de la bourse, ne ratez pas celui des montres. C'est le moment d'y arriver, d'y venir. Et parce que voilà, les prix sont plutôt accessibles. On est revenu à des prix d'avant Covid en fait. Qu'est-ce qui explique qu'on soit revenu à ces prix-là? Globalement, il y a eu tous les actifs tangibles ont quand même plutôt baissé avec la baisse des taux qu'on a connue dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, le marché repart parce que nous, on a identifié, on va dire, 3 paramètres qui font que le marché repart un peu à la hausse. Donc, d'une certaine façon, on a le retour des crypto-boys. Qui sont quand même plutôt des fans de montres. Et le fait que le Bitcoin reparte, c'est des gens où ils ont vu leur portefeuille remonter. Donc globalement, ils reviennent pour soit transformer leur portefeuille, acheter des montres. Ça veut dire que Bitcoin et montres sont corrélés? C'est complètement corrélé. Corrélé. D'ailleurs, on l'a montré avec un graphique récemment. Le cours du Bitcoin et le cours des montres, il y a vraiment une corrélation assez importante. Et l'autre effet qu'on voit aussi, c'est le retour du vintage. Le vintage, c'est toutes les montres qui ont plus de 30 ans, qui étaient un peu délaissées par le marché depuis 7-8 ans. Et aujourd'hui, ce segment de marché a un peu la cote. Donc les investisseurs qui aiment acheter des montres de leur année de naissance, des montres que portait leur grand-père, ou des choses comme ça, et dans une logique de collection, reviennent sur ce marché. Donc ça tire les prix, ça permet de faire repartir le marché. Et ce marché des anciennes montres, c'est un marché d'occasion où il y a quand même des modèles neufs, mais style vintage, c'est quoi? On est purement sur de l'occasion, parce que ça devient vintage. D'accord. Une montre devient vintage à partir du moment qu'elle a arrêté de production. Ah d'accord. Alors vous avez une phase qu'on appelle pré-collector, quand l'arrêt se fait... Comme les voitures. Comme les voitures. Et puis à partir de 20-30 ans, on est sur des pièces qui deviennent très rares, puisqu'il y en a peu en circulation. Et ce qui fait aussi que la valeur qui fait leur valeur, soit en salle des ventes, où il y a des scores assez importants, ou sur des sites comme Chronos 360 ou d'autres plateformes Internet. Je vous propose qu'on revienne sur le Chronos Index. D'accord. Comment il fonctionne cet index, Pascal Paul? Alors c'est très simple. Nous, on a voulu offrir un outil, on va dire simple, accessible, mais surtout fiable à notre communauté qui nous suit, mais évidemment
aux novices qui souhaiteraient investir dans les montres. Donc on a créé un indice composite qui donne la moyenne pondérée des 50 modèles des 11 plus grosses marques de montres de luxe. Globalement, ça représente 70% du marché. Donc dedans, il y a Rolex, Audemars Piguet, Patek, Audemars, enfin voilà, Omega et autres, et Cartier. Et cet indice, c'est un indice qu'on met à jour tous les 15 jours et elle représente, c'est un algorithme qui calcule sur plus de 10 000 transactions, la moyenne, l'évolution de la cote sur une période donnée par rapport à une période antérieure. Et ça nous permet, aujourd'hui, on l'a lancé à l'automne dernier, et ça permet à tout un chacun de vous rendre sur notre site et de voir par rapport à votre marque, le modèle ou le marché global, de savoir quelle est l'évolution de la cote, des taux, est-ce que ça baisse, ça monte, et ça permet d'accompagner sur des prises de décision d'achat, soit plaisir ou éventuellement d'investissement. Là, sur l'indice, la montre en top one, c'est Patek Philippe Nautilus. C'est ça. Plus 3%. Oui. VS, le T3 2023. Exactement. Qu'est-ce qui explique cette hausse selon vous, Pascal ? Alors, nous aujourd'hui, pour un investisseur, je parle, parce que la Patek Philippe Nautilus dont on parle, on est sur un prix d'achat qui est autour de 80 000 €. Donc, c'est pas pour tous les portefeuilles. D'accord. Mais globalement, pour un investisseur, c'est quand même une montre qui avait fait, qui était montée à quasiment à 140 150 000 € de valeur. Ah, d'accord. Et qui a subi une baisse de plus de 50% les 2 dernières années. D'accord. Et on est revenu au prix avant Covid. Donc aujourd'hui, pour un investisseur qui a envie de faire une belle plus-value sur les montres, c'est quand même le produit phare sur lequel se positionner, puisque avec une remontée, c'est le produit qui va certainement ramener la plus grosse plus-value. Après, dans ce que je vous ai mis aussi, ce que vous avez reçu, globalement, il y a aussi la Rolex GMT Master dit Batman, qui là s'adresse à des portefeuilles plus abordables. Voilà, parce qu'on est sur des budgets entre 13 et 17 000 € à peu près. Et c'est une pièce qui était montée à 25-26 000 €. Donc voilà, aujourd'hui, les prix sont revenus au prix avant Covid. En investissement dessus, on a une possibilité de faire des plus-values à court ou moyen terme qui peuvent être assez intéressants. Et à contrario de ces deux montres donc, qui ont beaucoup monté, descendu et là qui sont revenues à des prix stables, on a la montre Audemars Piguet Royal OAK en baisse de 15% au T1. Oui, alors ça, on va dire, c'est un biais de marché, parce que Audemars Piguet, pour ceux qui connaissent avec le modèle Royal Oak, joue dans la même catégorie que la Patek Philippe Nautilus ou la Vacheron Overseas, par exemple. Et la Vacheron et la Audemars suivent l'évolution de la cote de Patek, mais il y a toujours eu un écart de 2-3 mois. D'ailleurs, on a constaté sur la hausse de ces modèles-là ont toujours été un peu plus en retard par rapport à la hausse de la Patek. Donc aujourd'hui, on va dire Audemars n'a pas fini sa baisse. Donc la différence est encore un peu là, mais dans les prochains mois, on va avoir une remontée, puisque c'est assez corrélé cette marque-là avec l'évolution de la Patek Philippe. Dans votre indice, vous m'avez mis votre coup de cœur. Oui. Omega Speedmaster Chronoscope Paris 2024. C'était le petit clin d'œil pour les JO, puisqu'on accueille les JO. Parce qu'il faut savoir que la France n'a pas accueilli les JO depuis 1924. Ouais. Donc c'est assez rare. Ouais. Voilà, et Omega est le chronométeur officiel des JO depuis 1932, si je me trompe. Donc à chaque édition, souvent, ils font une édition limitée de modèles qui souvent fonctionnent bien, rentrent un peu dans les scopes des collectionneurs. Et là, en l'occurrence, l'événement se passant à Paris, c'est un modèle qui est assez magnifique, qui est assez épuré, qui est inspiré du chronoscope qu'ils avaient lancé dans les années 30-40, qui est beaucoup plus épuré que la Speedmaster. Et la Speedmaster étant la montre qui a quand même été portée sur la Lune, donc il y a quand même pas mal de paramètres qui font que c'est un modèle qui peut être collector. Donc si vous êtes sportif, vous êtes content d'avoir les JO à Paris, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et vous aimez les montres, c'est peut-être le modèle à acheter. Le prix catalogue est à 10 500 €. Voilà, donc, et ça peut devenir un collector. Ça peut prendre de la valeur avec le temps, peut-être. Exactement. Pour finir très très rapidement, quels sont les enjeux, les perspectives du T2, du T3 2024 sur le marché des montres ? Ok. Alors, pour nous, le vrai baromètre, ça va être la confirmation de la baisse des taux ou pas. Voilà, je pense que c'est le cas de tous les actifs, tous les actifs tangibles. Si la baisse des taux se confirme, nous, on attend plus 20% sur notre indice cette année. Et comme ça a été annoncé, ça devrait se faire au mois de juin par la BCE. Donc théoriquement, si ça se fait, on devrait avoir une tendance assez positive. Après, là, le marché repart, les prix sont très accessibles. Donc c'est un bon moment pour des investisseurs aguerris ou pas de rentrer sur le marché. Et puis, en regardant, j'ai parlé de vintage, on a constaté d'ailleurs le retour des montres en or, par exemple, vu que l'or fonctionne bien dans les moments difficiles. Donc, en plus d'acheter
acheter un actif qui conserve la valeur comme les montres. Les gens achètent des montres en or, qui portent pas, mais qui mettent au coffre en se disant, au pire, j'ai les deux. Donc voilà, il y a ces évolutions-là qui fait qu'on est plutôt positif. Et on pense que c'est le bon moment pour re-rentrer sur le marché. Parce que voilà, tout y colle. Et en tous les cas, nous, on est là pour accompagner ceux qui veulent. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Paul. Vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve dans Enjeu Patrimoine. La loi partage de la valeur a été adoptée fin 2023 et entrera en vigueur en 2025. Elle a pour objectif de mieux associer les salariés à la performance de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Les entreprises de 11 à 49 salariés pourront ainsi mettre en place le partage du bénéfice sous forme d'intéressement, de participation ou de prime de partage de la valeur. Et pour détailler ce sujet, nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Benjamin Chemla, président de Shares. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Lourenço, directeur commercial régional chez ERES. Bonjour. Pour commencer, Benjamin Chemla, pourriez-vous nous expliquer ce que vous proposez chez Shares et comment fonctionne votre plateforme ? Bien sûr, merci beaucoup. Shares, en fait, est la première start-up fintech en France qui a été régulée pour être à la fois un prestataire de services d'investissement, un PSI, et teneur de compte, et en même temps un opérateur qui permet donc de proposer, via l'intermédiaire d'un CIF, du conseil en investissement. Et donc aujourd'hui, sur Shares, on a commencé avec une première offre à destination des épargnants, une offre d'épargne individuelle via un compte-titre, qui permet d'investir sur des produits cotés, donc des actions, des ETF notamment et des fonds. Et on s'est intéressé évidemment aux Français et les Français aiment investir par l'intermédiaire d'enveloppes. Et c'est alors que nous est venue à l'esprit l'idée de créer un produit dédié justement à l'épargne collective, à l'épargne salariale, dans le contexte qu'on va évoquer aujourd'hui de la loi partage, pour vraiment proposer la meilleure expérience d'investissement end-to-end, donc de A à Z, étant teneur de compte, on peut la gérer dans sa totalité, avec pour objectif d'offrir donc aux salariés et aux entreprises une expérience digitale, native, une expérience simple et qui permet enfin de s'y retrouver. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail et c'est désormais donc disponible. Bruno Lourenço, que faites-vous chez ERES Group ? Alors chez ERES Group, je m'occupe de la partie intermédiation. Donc j'accompagne les CGP, donc gestionnaires de patrimoine, les experts comptables et les courtiers pour la région Île-de-France. Donc on est là pour les former, les accompagner, qui sachent notamment prendre le sujet en main de l'épargne collective. Donc chez RS, on va gérer effectivement de l'épargne collective, de l'épargne longue, aussi avec des solutions d'épargne individuelle. Donc on a toute l'épargne collective qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On est 18 sur le terrain, donc sur l'ensemble de la France. Donc on a un maillage très fin. On travaille avec 6000 distributeurs de nos offres, donc des CGP, des courtiers et des experts comptables pour être au plus près de l'entreprise. Et on a également une équipe chez nous qui va gérer donc les grands comptes en direct pour aussi offrir une expérience client pour les entreprises rattachées RS. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Bruno Lourenço, pour commencer, qu'est-ce que cette loi partage de la valeur plus précisément ? J'ai un petit peu évoqué 11 à 49 salariés, mais est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément comment ça va se passer et à quoi va servir cette loi ? Alors premièrement, c'est une bonne nouvelle pour les salariés. Donc il y a 1,5 million de salariés qui vont se voir proposer donc l'année prochaine une solution de partage de la valeur. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'entreprise. Donc il y a aussi cette obligation, que je préfère dire opportunité pour l'entreprise. On va devoir mettre en place cette solution si l'entreprise a réalisé un résultat, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% sur les 3 dernières années. Donc ça va représenter une masse d'entreprises assez importante, 170 000 entreprises environ en France. C'est surtout une opportunité pour elles d'accéder à des dispositifs qui sont moins coûteux. Aussi, on va pouvoir associer les salariés, donc mettre des objectifs en face, construire un contrat moral avec le salarié. L'idée, c'est de sortir un petit peu des primes qui étaient là suite à la crise qu'on a connue précédemment, qui étaient un peu des primes pouvoir d'achat, comme on va le dire. Là, on vient faire un contrat moral avec l'entreprise. Il y a beaucoup d'outils, intéressement, participation, abondement, prime, partage de la valeur. Beaucoup d'outils dans cette boîte à outils. Encore faut-il avoir un mode d'emploi, donc l'accompagnement va être la clé et la pédagogie.
Benjamin Chemla, comment votre solution s'adapte-t-elle? Comment vous vous préparez à 2025 chez Shares? Alors, nous, on a la chance de ne pas avoir à adapter la solution parce que la solution a été créée justement sur cet nouvel élan porté notamment par la loi partage. Aujourd'hui, il y a un sujet d'équipement. Donc, effectivement, il y a 1 500 000 personnes qui devraient se voir en 2025 proposer une solution. La problématique aujourd'hui, elle est la suivante. L'existant ne satisfait pas. L'existant ne satisfait pas assez, en tout cas. Il y a un problème d'abord de pédagogie qui est remonté, et je ne pense pas forcément à la solution proposée par RS. Je parle au niveau de la France et de l'ensemble des solutions proposées. Il y a un vrai problème de pédagogie. Il y a un problème aussi de frais. Donc on ne comprend pas tellement à quoi les frais sont liés, quelles sont les offres qui sont proposées à l'intérieur de ces plans. Il y a un problème d'expérience utilisateur. Le salarié, aujourd'hui, il commence à être habitué à des standards via l'ensemble des outils digitaux qu'on utilise, mais quand il s'agit de l'épargne salariale, il est aujourd'hui pas très bien traité. Et donc il ne sait pas quels sont les cas de déblocage, à quoi correspondent tel et tel fonds, etc. Et donc Shares, c'est exactement ça. Shares, c'est une application très simple, avec une expérience utilisateur extrêmement facile pour que le salarié puisse s'en saisir. C'est un univers d'investissement avec ce que l'on appelle l'architecture ouverte, c'est-à-dire la possibilité aujourd'hui Shares exécute via notre partenaire Odo sur Euroclear. Et donc nous avons accès en fait en gros à tous les fonds de la place. On n'a pas d'exception. Tous les fonds qui sont sur Euroclear sont éligibles à nos univers d'investissement. Et donc on peut vraiment créer quelque chose extrêmement tailor-made, extrêmement à la carte pour les entreprises. Et enfin, c'est un forum de discussion qui est natif dans l'application de Shares et qui va permettre à tous ces salariés qui ne comprennent pas forcément à quoi tout ça correspond, ils vont pouvoir désormais échanger avec des CIF et poser leurs questions, et sur la plateforme, ils auront leurs réponses. Donc c'était ça en fait l'enjeu de Shares, et on est très content désormais d'être live. Avant de revenir sur le besoin de pédagogie que vous évoquiez, Benjamin, comment vous vous adaptez chez RS et comment vous préparez 2025 ? Alors 2025 se prépare en 2024, donc il y a déjà effectivement des mesures qui sont opérationnables donc dès juin. Il va falloir aussi intégrer des fonds investissement socialement responsables dans les offres existantes. Donc on a chez RS donc des offres sur mesure pour clientèle plutôt stratégique grand compte. On a aussi 2 offres packagées qu'on va automatiquement versionner. Donc ça veut dire que la TPE, la PME aura un dispositif qui va être à jour automatiquement. Donc c'est un peu l'application smartphone qu'on a qui se met à jour automatiquement. Donc c'est aussi ce qu'on va proposer chez RS. Donc on fait aussi une mise à jour régulière de l'offre financière. C'est important, je rejoins complètement. Et surtout, on va essayer de s'adapter à ce que souhaite le client. C'est ça qui nous anime chez RS. Donc on parlait du besoin de pédagogie. Benjamin, on a touché un mot. Selon vous, Bruno Lourenço, est-ce qu'il y a encore de la pédagogie à faire auprès des salariés ? Et alors, il y a de la pédagogie à faire, j'ai envie de dire, déjà en premier lieu auprès de l'entreprise. On est sur une solution collective, donc c'est l'entreprise qui va mettre à disposition un outil pour ses salariés. Donc, il y a cet effort de pédagogie à réaliser auprès du chef d'entreprise. C'est vraiment le premier point important. Il faut qu'il comprenne qu'il a un outil en main qui est formidable. Aujourd'hui, je donne 1 000 € de prime. Si je compare une rémunération, on va dire il y a un petit peu une perdition au travers des contributions salariales, des contributions patronales, de l'impôt sur le revenu. Donc on arrive grosso modo à une efficacité sur 1 000 € de 400 €. Avec nos mécanismes qu'on évoque, sur 1 000 €, c'est 903 € qui sont donnés aux salariés en matière de capacité d'épargne. Donc voilà, ça c'est le premier sujet, comprendre l'intérêt de la solution. Deuxième sujet pour le chef d'entreprise, comprendre que ce sont des dispositifs qui sont souples, modulables, adaptables, et vraiment on va pouvoir mettre les indicateurs clés de l'entreprise pour associer les salariés, et on aura tout intérêt aussi à favoriser, j'ai envie de dire, dans cet environnement, la fidélisation. Est-ce que c'est un sujet de mon entreprise ? Quels sont les indicateurs que je veux mettre en avant ? Tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir adapter au sein d'un plan d'épargne salariale et d'une solution collective. Et puis après, en effet, c'est là où le salarié intervient. Il va falloir aussi venir faire cet effort de pédagogie, et c'est pour ça qu'on est présent sur l'ensemble du territoire avec nos 6000 distributeurs, parce que je reste persuadé que l'entrepreneur de TPE, PME qui a la tête dans le guidon, est-ce qu'il connaît ces mécanismes-là ? Est-ce qu'il a envie de les appréhender ?
voilà, on se fait toujours une montagne un peu de la difficulté, alors qu'en réalité, on est sur des choses qui sont très simples, modulables et adaptables. Alors Benjamin Chemla, donc on a évoqué la pédagogie. Comment on démocratise l'épargne salariale selon vous ? C'est un sujet qui est core chez nous. La mission de Shares, c'est de démocratiser l'investissement. On l'a fait dans l'univers de l'épargne individuelle via le compte titre. Aujourd'hui, on a 110 000 clients en Europe sur Shares. Et donc désormais, on veut le faire dans l'épargne collective. Pour nous, la démocratisation, j'insiste, passe par d'abord l'ouverture à une grande multitude de produits. Je crois que ce qui nous différencie ici, autour de la table, c'est qu'en face, on a une société qui est une société de gestion, donc qui va être un gérant et qui va proposer ses produits. Nous, aujourd'hui, on fait le pari d'être teneur de compte, ce qui est assez original dans l'écosystème, et ce qui nous permet de proposer en fait les produits de n'importe lequel des gérants qui exécutent sur Euroclear. Donc en gros, on peut vraiment composer quelque chose de finalement très large qui va nous permettre d'inclure à la fois par exemple des fonds indiciels, c'est-à-dire des fonds qui n'ont d'objet que de réinvestir dans des ETF. Donc c'est des fonds passifs qui vont être forcément très peu chers, puisque nous avons le souci du salarié. Et donc on va avoir des fonds indiciels BlackRock ou Amundi à 0,2%. Pour le salarié, c'est record. Et ça nous permet également d'aller chercher des fonds thématiques très variés. On a par exemple des fonds de Odo, qui sont des fonds normalement exclusifs des clients de banques privées. Et donc c'est une des manières de démocratiser l'investissement, c'est ça. Et l'autre manière, c'est évidemment, on y revient, la pédagogie avec une plateforme qui permet aux gens de comprendre ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on propose via le forum de discussion. Très rapidement, pour conclure, comment, selon vous, Bruno, comment on démocratise l'épargne salariale ? Même question qu'à Benjamin. Je rejoins effectivement. Premièrement, il faut donner déjà les outils aux salariés, donc via les interfaces aujourd'hui. Donc, on a tous les outils qui sont en digital pour permettre aussi aux salariés de prendre le sujet en main. Comme Benjamin, on offre aussi une expérience assez intéressante sur la gestion financière. On était à l'origine les pionniers justement dans l'architecture ouverte. On a des fonds aussi basés sur des ETF pour investir aussi sur cette gestion passive. On croit aussi beaucoup à l'investissement dans l'économie réelle. Et donc, il y a aussi, la gestion passive, c'est intéressant, mais il faut aussi savoir revenir. C'est ce que souhaitait le législateur, notamment avec la gestion pilotée, intégrer des titres de PME. On va plus loin aussi avec des fonds environnement, donc pour le salarié qui est sensibilisé à tout ça. La démocratisation, pour moi, elle passe vraiment par cet accompagnement terrain et le fait que chaque entreprise, elle se saisisse du sujet, qu'elle comprenne que c'est une opportunité pour elle, opportunité de se différencier par rapport à ses concurrents et aussi de donner beaucoup plus en termes de package de rémunération pour un coût qui est identique. Et je pense que la démocratisation, avec cette pédagogie qu'on a évoquée, ça fonctionnera à tous les coups. Merci beaucoup Bruno Lourenço, directeur commercial régional chez Erez Group, et Benjamin Chemla, président de Shares. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Je suis ravie de recevoir Guillaume Berthieu, président de Sofidy Gestion Privée. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Guillaume Berthieu, aujourd'hui vous venez nous parler de l'investissement en fonds non cotés. De quoi parle-t-on exactement ? Alors c'est très simple déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Les fonds non cotés servent à financer directement l'économie réelle. Donc vous avez des investisseurs particuliers, institutionnels, qui vont investir au travers d'un fonds dans des entreprises, des projets qui ne sont pas cotés en bourse. Cet investissement, il est piloté par des sociétés de gestion spécialisées. Et le but, c'est que les capitaux apportés servent à accélérer la croissance des entreprises et donc de créer de la valeur sur le moyen long terme. Et il y a plusieurs grandes familles de fonds non cotés alors ? Oui, alors le fonds non coté, il y a 4 grandes familles. D'accord. La première, la plus connue, on parle de capital investissement, le fameux private equity en anglais. Le capital investissement, comme son nom l'indique, le fonds va souscrire au capital des entreprises, donc vous allez devenir actionnaire des entreprises et le but, c'est que vous participiez directement à l'accroissement de valeur de l'entreprise dans le temps, puisque le fonds va, au bout d'un certain temps, revendre l'entreprise une fois qu'elle aura pris de la valeur, potentiellement si ça marche bien pour l'entreprise. Comment ça se passe si l'entreprise ne prend pas de valeur ? Là, vous pouvez, ça fait partie des risques, c'est-à-dire que si l'entreprise n'arrive pas à accélérer sa croissance comme elle le souhaite et à développer son business, vous pouvez malheureusement avoir des déconvenues. Mais j'en parlerai justement des inconvénients et des risques un peu plus tard.
Vous avez 2 grandes typologies de capital investissement. Vous allez avoir le capital risque. Le D'accord. capital risque, encore une fois, comme son nom l'indique, les sociétés dans lesquelles le fonds va investir sont plus risquées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont au démarrage de leur activité. Ce sont les fameuses start-up. Donc parfois, elles sont généralement pas rentables. Vous n'avez parfois pas de produits, pas de clients. Ça peut être vraiment les balbutiements de l'entreprise. Donc c'est plus risqué, mais vous êtes susceptible aussi peut-être de découvrir la prochaine licorne française. Et de l'autre côté du spectre, il y en a d'autres, mais les 2 principales sont celles-ci. Vous avez le capital développement, où là, à l'inverse, vous allez souscrire au capital de compagnies qui sont développées, qui ont un marché, un produit et qui sont rentables. Et donc ça ne vient pas servir d'ailleurs les mêmes projets. Généralement, pour ces sociétés plus développées, les fonds vont servir à de l'internationalisation, de la croissance externe. Donc ça, c'est la famille du capital investissement. Le capital investissement, donc qui est le plus connu quand on parle de fonds non cotés. Et vous aviez dit qu'il y avait 4 familles. Voilà, la deuxième, c'est la dette privée. Donc la dette privée, contrairement au capital investissement, vous n'allez pas être actionnaire de la société, vous allez prêter de l'argent, le fonds va prêter de l'argent à des entreprises, au même titre que les banques, donc c'est complémentaire au prêt bancaire. La société de gestion va créer un financement sur mesure, adapté aux besoins de l'entreprise. Plus l'entreprise sera risquée, plus le taux sera élevé, comme dans n'importe quel crédit. Et donc là, le fonds va s'enrichir comment ? En percevant des coupons, des intérêts issus de ce crédit. Et c'est pas anecdotique, puisque la dette privée, ça représente à peu près 60% du financement des PME et des ETI en France. Donc c'est quasiment plus prépondérant que le prêt bancaire. La 3e famille. La 3e famille, c'est l'infrastructure. Fonds non cotés dans l'infrastructure. Là, les capitaux investis par les fonds vont servir à des projets de modernisation, de développement d'infrastructures essentielles. Ça peut être des réseaux de transport, ponts, autoroutes, des réseaux de télécommunications, des infrastructures sociales comme les hôpitaux ou les écoles. Donc ça, c'est le 3e, donc des actifs tangibles. Et le 4e, on le connaît tous puisque c'est l'immobilier. D'accord. Et sans le savoir, beaucoup d'entre nous sont déjà investis sur du non-coté en immobilier, puisque les SCPI, par exemple, ça correspond à de l'immobilier non-coté. Je rappelle quand même le fonctionnement. Un fonds immobilier tel qu'une SCPI va investir dans des actifs immobiliers, bureaux, commerces, locaux d'activité, soit pour percevoir des loyers et distribuer des revenus stables aux investisseurs, soit pour générer de la plus-value sur de la revente d'immeubles, plus-value potentielle. Très, très, très rapidement, un focus sur les risques en 2 mots. Quels sont les risques sur le non-coté ? Alors, les risques, il y en a 3 principaux. Déjà, le risque de perte en capital. Ouais. C'est-à-dire que, comme tout investissement, il y a un risque. Plus le rendement attendu est élevé. Donc, il faut être prêt à pouvoir supporter des pertes en capital. C'est pour ça qu'il faut se faire bien accompagner, soit par son conseiller en gestion de patrimoine, soit par son banquier. Le deuxième, c'est que ce sont des investissements qui s'envisagent sur le long terme, 5 à 10 ans. D'accord. Donc, il faut être prêt à aller sur cet horizon de placement. Et la troisième, c'est que ce sont des fonds qui sont généralement pas liquides. Donc, si vous voulez sortir en cours de route, c'est assez compliqué. Merci beaucoup. Guillaume Berthieu, vous êtes le président de Sofidy Gestion Privée. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.